Salut à toutes et à tous, c'est l'Orwell Capitaliste, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, comme prévu, je vais vous faire une vidéo un peu particulière, focus sur les métaux, les pics de production de métaux et leur évolution au niveau des prix. On entend beaucoup de choses. Les métaux, je pense, sont un très bon moyen de jouer l'inflation, mais pas n'importe quel métaux, pas avec n'importe quel timing. Et donc, je vais vous faire part de mes analyses sur le sujet, avec une source très intéressante, il me semble, qui est celle de l'ASPO, la SPO, qui est une association qui originellement s'est chargée d'étudier comment dire, les dynamiques au niveau des pics, notamment aux pics pétroliers, et qui, comment dire, dans son équipe, a d'excellents analystes, notamment Jean Laherrère, qui est un ancien professionnel dans l'industrie pétrolière, d'extraction, etc. Un ancien technicien très compétent à la retraite et qui nous fait part de ses analyses. Donc, je vais vous mettre comment dire, le lien en description. Vous allez pouvoir suivre ma vidéo selon, comment dire, en ayant sous les yeux par ailleurs, si vous voulez bien, cette référence au niveau de l'étude donc des pics de production des métaux qui nous est fournie aimablement et gratuitement par Jean Laherrère. Parce que je fais cette vidéo notamment suite à un article de la Goldman Sachs, suite aux positions de la Goldman Sachs qui nous explique que le cuivre va partir balistique, c'est-à-dire va avoir une tendance haussière verticale quasiment enfin, il ne précise pas le timing, ce qui est un peu commode, mais bon, on comprend, disons, à moyen terme. Le cuivre va exploser à la hausse. Alors bon, je dis oui, c'est possible. Cela dit, déjà, je me méfie de ces analyses publiques des financiers. Goldman Sachs, c'est des gens très intelligents, très malins. Et donc, ils ont tendance à pomper une thématique, un narratif, une fois qu'ils sont déjà bien positionnés sur la relocalisation d'actifs. Donc je les soupçonne d'être bien positionnés sur le cuivre et donc de nous faire des articles vraiment un peu spectaculaires sur le cuivre, justement pour amener plus d'argent et pour pouvoir peut-être éventuellement, une fois que l'argent est arrivé, se débarrasser de leurs actifs. Ils sont assez coutumiers du fait, ce ne sont pas les seuls, mais Goldman, ils sont très bons là-dedans. Donc je me méfie un petit peu de ces articles sensationnels. Je vous mettrai évidemment l'article en description pour que vous alliez voir si vous le souhaitez. Je me méfie, pourquoi? Parce que il faut revenir aux fondamentaux, et les fondamentaux, c'est la dynamique de production et le prix. Voilà. La dynamique pardon, de production sur le cuivre, c'est qu'on a un pic, normalement, qui est prévu, donc selon Jean Laherrère, en 2030, approximativement, et selon l'IEA, en 2040. Donc on est quand même sur un pic qui n'est pas tout près, hein. Tout un tas de métaux ont déjà connu leur pic de production. Sur le cuivre, on a encore du temps, hein. Alors, sur le cuivre, je ne sais pas dans quelle mesure on est en capacité de le recycler, ce qui pourrait encore retarder un petit peu le pic, mais en tout cas, le pic, finalement, pas avant 10 ans. Or, c'est quand même le pic, ou en tout cas l'approche assez court terme du pic qui, en général, dope fortement le prix et qui rappelle aux investisseurs qu'on a un souci de production, un souci de rapport offre-demande sur un métal. D'autant plus qu'aujourd'hui, le cuivre est un peu surévalué, il me semble. On est déjà à plus 2 écarts types par rapport à sa tendance long terme. Donc le cuivre est déjà relativement cher. Il me semble que c'est un pari très risqué. Je suis assez dubitatif sur le cuivre. J'attends de voir. Évidemment, tout ça est très complexe. Donc, il y a énormément de façons de se tromper sur les métaux parce qu'il y a différents critères qui rentrent en jeu. Il y a des dynamiques qui se croisent. On est vraiment à la confluence comment dire, des courants économiques quand on parle de ces matières premières qui sont extrêmement utilisées. Et donc, une guerre mondiale, une récession, etc., tout ça peut vraiment diminuer fortement le prix du cuivre. Donc, je resterai assez prudent sur le cuivre. Il me semble qu'il y a des métaux qui sont plus intéressants. Alors, je vais faire un petit référencement. Vous pourrez l'écouter tranquillement et puis faire votre avis ensuite, en parallèle. Je vais vous dire un petit peu quels sont les métaux les plus intéressants. On va faire rapidement un petit état des lieux, un petit inventaire. Sur l'aluminium, qui est un marché, un métal extrêmement utilisé, l'un des plus utilisés avec le fer.
Alors, vous avez la bauxite, un pic en 2050. Vous avez sur l'aluminium plus classique un pic en 2030-2035. Et aujourd'hui, vous avez un prix qui est au bas de la tendance avec, je dirais, moins un d'écart type. Et vous avez comment dire, un prix de l'aluminium qui s'est repris après avoir été, je dirais, au bas de la tendance avec moins un écart type pendant un bon moment en 2020-2021. Un prix de l'aluminium qui a fortement augmenté. Je pense qu'il va rester quand même en haut de cette tendance. Donc je pense que le retracement sur l'aluminium est assez bien fait, d'autant plus qu'il y a du recyclage qui a tendance à augmenter sur l'aluminium. Donc il me semble que ce n'est pas forcément le métal le plus intéressant à jouer en ce moment. Sur le chrome, nous avons dépassé le pic qui était a priori en 2019. Nous sommes plutôt au bas de la forte tendance baissière. Donc il y a beaucoup de disparités sur l'état des stocks. C'est assez difficile de voir en fait où on en est avec le chrome. Donc je pense que c'est quand même un métal assez risqué au niveau de l'analyse. Le cobalt, vous avez un pic en 2030-2040 selon l'IEA, mais vous avez des prix extrêmement volatiles et je pense une tendance assez stable avec aujourd'hui un prix du cobalt qui est relativement modéré à moins un écart type, pardon. Et donc assez difficile d'analyser cobalt qui semble pas très cher a priori. Le cuivre, donc j'en ai déjà parlé, je ne pense pas qu'il arrive sur une tendance fortement haussière à court terme, d'autant qu'il n'a pas de composante monétaire contrairement à l'or. L'or qui, lui, a connu un pic de production en 2019 a priori, qui est en forte tendance haussière depuis 1970 et qui néanmoins est déjà assez bien valorisé à plus un écart type. Donc je vous ramène à ma dernière vidéo sur l'arbitrage pétrole et or, où je détaille un petit peu plus ça. Mais je dis en gros que même si l'or revient à plus de 1000 $, donc à presque plus 2 écarts types par rapport à sa tendance haussière, je pense qu'il reste quand même modérément pricé du fait des problèmes d'inflation et de dégradation monétaire qu'on connaît actuellement. Il faut constater, petite précision par rapport à ma dernière vidéo, que historiquement, l'or et l'oil, l'or et le pétrole, évoluent assez corrélativement. Donc l'or avait fortement augmenté en 2020 et le pétrole beaucoup moins. Et bien, vous avez vu qu'il y avait un rattrapage au niveau du pétrole. Donc finalement, l'or et l'or noir ont tendance à quand même à se suivre. Alors ils ne sont pas simultanés, ce n'est pas synchrone, mais quand l'un augmente, l'autre augmente ensuite pas trop longtemps après, et quand l'un diminue, l'autre suit pas trop longtemps après. Mais ce n'est pas synchrone parfaitement. Vous avez un décalage dans le temps. Et ce n'est pas parfait. Donc aujourd'hui, on peut se dire que si cette fois-ci, l'or est en train de stagner et que le pétrole va augmenter fortement en 2022, ce que j'anticipe, il est possible que même quand le pétrole aura diminué, eh bien l'or retrace son retard sur cette augmentation du pétrole par la suite. Et donc finalement, nous allons avoir une évolution inversée par rapport à 2020-21. 2020, l'or a fortement augmenté, le pétrole s'est cassé la figure. Puis ensuite, l'or a diminué et le pétrole a augmenté. Donc nous avons eu cette corrélation asynchrone finalement assez peu d'intervalle près, mais quand même nous l'avons eu entre 2020 et 2021 où l'or en gros a donné le coup d'envoi et le pétrole a suivi. Eh bien il se pourrait que désormais en 2022-23 le pétrole soit suivi, l'augmentation du pétrole soit suivie cette fois-ci par l'augmentation de l'or qui en ce moment a tendance à être un peu feignant, à avoir des rendements assez médiocres. Nous verrons bien. Sur le play, je ne m'étends pas puisque les cours sont en train d'exploser, vous avez eu l'Ukraine, etc. Donc pour moi, franchement, là-dessus, sur cette matière première, il y a peu à faire. Sur le fer, qui est le métal le plus employé au niveau mondial, nous avons un pic plateau entre 2020 et 2025 a priori, un fort déclin ensuite. Et donc nous sommes déjà, comme j'avais expliqué dans ma précédente vidéo, du fait de ce pic sur des prix extrêmement volatiles. Donc c'est très difficile de faire une projection sur l'or. Nous sommes sur une tendance haussière, mais quand même une grosse volatilité. Nous sommes sur cette période de pic. Donc finalement, comme dans les changements d'état entre le gaz et l'élément liquide, et puis entre l'élément liquide et l'élément solide, la glace, nous avons à chaque fois, dans ces moments extrêmement précis où la vapeur se transforme en eau, eh bien, beaucoup d'instabilité dans le système. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe aussi dans les marchés au niveau des pics pétroliers, des pics de métaux, etc. Dès qu'on atteint un pic, dès qu'on change vraiment
comment dire, d'état fondamental du système, eh bien, on a de la volatilité. Donc, c'est assez difficile de se positionner. Il vaut mieux attendre que la poussière retombe. Sur l'acier, un pic en 2040, mais avec un pic chinois dès 2030 a priori, et un pic mondial hors Chine en 2050. Donc c'est assez compliqué de voir les choses, mais là aussi on a des prix très volatiles, mais on est plutôt sur le bas de la tendance à moins 1 écart type. Le plomb, je ne m'étends pas là-dessus, pic en 2013, mais il est beaucoup moins utilisé à cause de sa toxicité qui est désormais de plus en plus reconnue. Donc je mets à part le plomb. Le lithium, alors on a eu une mania, une mode sur le lithium, avec un pic en effet en 2018. Mais le problème sur le lithium, c'est qu'on a des données assez peu fiables. Et on a différentes qualités de lithium avec un pic possible, tout lithium confondu, toute qualité de lithium confondue, en 2060. Donc le lithium, je dirais, le plus qualitatif a été déjà exploité et son pic a été obtenu en 2018, un peu comme le pétrole extrêmement facile à extraire dans les années 70 a connu son pic, avant voilà, de décliner constamment quasiment depuis. Et bien sur le lithium, c'est un peu pareil. Le lithium facile, le lithium haute qualité a déjà connu son pic en 2018, mais on a du lithium de moindre qualité qu'on pourrait extraire assez facilement jusqu'en 2060, vous vous rendez compte? Donc je pense que quand même sur le lithium, on devrait avoir une diminution du prix. On a des prix très volatiles et sur une tendance certes haussière depuis 1995. Je pense que c'est trop cher aujourd'hui le lithium. D'autant plus que vous avez des problèmes sur les batteries. Vous savez peut-être que certains incidents, incendies, de batteries, notamment au niveau des bus ou des bateaux qui ont été constatés assez récemment, ces dernières semaines. Ça pose la question de la qualité de la technologie batterie lithium et personnellement je regarde d'assez près ce qui se passe sur le vanadium parce que vous avez une technologie sur les batteries vanadium qui est en train de se développer et vous avez très peu de producteurs, très peu de pure players vanadium et je pense que le vanadium commence à tressaillir au niveau de son prix. Et personnellement, c'est quelque chose que je joue en ce moment. Le vanadium, il est toujours intéressant de s'intéresser précisément aux actifs qui ne sont pas intéressants au moment où vous les achetez. C'est-à-dire des actifs chiants, des actifs où il ne se passe pas grand-chose, des actifs donc assez peu valorisés, où vous pouvez avoir une bonne surprise. Donc le vanadium me semble bien plus intéressant que le lithium. Le manganèse a un prix en 2050, mais un écart type, un écart, moins un écart type sur la tendance qui est globalement stable. Donc le manganèse est globalement bon marché, avec un pic, cela dit, assez éloigné. Le mercure, nous avons eu un pic en 1945 parce qu'il a été beaucoup utilisé dans les munitions à l'époque, et une forte volatilité actuellement. Globalement, on est sur un prix de tendance, mais là aussi, c'est un métal qui est de moins en moins utilisé. Sur le nickel, là aussi il en a été beaucoup question, un pic en 2025, des prix relativement chaotiques avec une volatilité qui est en regain actuellement. Cela dit, une tendance assez stable depuis 1925 et on pourrait avoir de bonnes surprises sur le nickel. Personnellement, c'est quelque chose que je joue, mais de façon très secondaire, sur des minières qui l'ont en production secondaire et marginale et minoritaire, parce qu'il y a trop de volatilité, j'y comprends pas grand-chose, mais ça pourrait doubler, sur le nickel, ça pourrait doubler, parce qu'on a un pic qui arrive assez vite en 2025. Le platinium, on a des différentes qualités, donc différents pics. Je pense que c'est quand même un métal qui est assez survalorisé. On a un pic ultime en 2070. Globalement, après avoir été longtemps sur la tendance, il a eu une forte augmentation récemment. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est moins intéressant à jouer. L'argent, j'en ai déjà parlé au niveau de la précédente vidéo. Je pense que le pic plateau a été atteint entre 2014 et 2018. On a le recyclage qui complexifie un peu l'analyse, des prix extrêmement volatiles depuis, mais globalement il est sur le haut de la tendance haussière, et même très haussière, depuis 1970. Donc on pourrait se dire qu'il est un petit peu survalorisé, sauf que la tendance est très haussière, et que vous avez cette composante monétaire qui est propre à l'argent, tout comme elle est propre à l'or, qui pourrait être fortement gagnante, je pense, du fait de l'inflation, du contexte d'inflation assez forte que nous connaissons. L'étain est en pic depuis 2019 et sur plutôt le bas de la tendance. Donc l'étain peut être intéressant à jouer. Le tungstène pique en 2035, prix sur tendance, extrêmement volatile.
Donc, personnellement, c'est quelque chose que j'ai du mal à analyser. Alors, l'uranium, c'est quelque chose que j'ai regardé de très près entre 2020 et 2021, qui m'a permis d'avoir de belles performances, juste avant que l'uranium corrige. C'est difficile à analyser parce que vous avez beaucoup du fait de son utilisation militaire et stratégique, vous avez quand même une certaine opacité, hein, c'est pas comme sur les stocks de pétrole. Sur l'uranium, j'ai l'impression que c'est encore pire. Vous avez une opacité au niveau des informations que vous avez. Mais il est possible que l'on soit sur un long plateau avec une tension entre production et demande qui est globalement assez probable en 2040, mais pas tout de suite. Donc, en attendant, vous avez prix assez volatile. On est plutôt sur la tendance qui est légèrement haussière, mais avec des cycles qui sont très longs, hein, un cycle entre 2080 et 2000, et puis entre 1980 et 2000, et puis ensuite encore entre 2000 et 2020. Donc, il est possible qu'on soit au début d'un cycle haussier, mais là aussi, vous avez du recyclage. Et puis, bon, le nucléaire commence tout juste, notamment au Japon par exemple, à être de nouveau en odeur de sainteté, mais c'est quand même assez long, hein. C'est pas tout de suite qu'on va faire des programmes de centrales nucléaires, créer des centrales nucléaires, etc. Il faut trouver beaucoup d'argent, ça prend du temps. Donc, c'est peut-être quelque chose qui sera à voir d'ici quelques années, mais pas à court terme. Je me trompe peut-être. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur le zinc, un pic en 2012, imaginez. Le zinc est de plus en plus utilisé, je le vois en tout cas autour de chez moi, de plus en plus sur les toits, les toitures, etc. Là où on pouvait utiliser de l'ardoise, on utilise du zinc désormais. On est sur une tendance relativement stable. Difficile à dire, mais le zinc peut être intéressant à jouer en tant que non pas peut-être pure player, mais en tant qu'actif secondaire sur une minière qui pourrait produire plusieurs métaux, dont le zinc. Ça peut être intéressant. En tout cas, qu'il y a des royalties, notamment sur le zinc. Le phosphate est sur moins un écart type, donc le phosphate me semble intéressant, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de contraintes sur les fertilisants au niveau de l'agriculture. La potasse est sur sa tendance. La potasse peut être aussi intéressante du fait aussi de son utilisation en agriculture. Et globalement, vous avez des pics sur toutes les productions d'énergie en 2045-2050. Donc, voilà, vous voyez un petit peu quand même sur ce tour d'horizon tous ces pics qui sont atteints ou qui vont être atteints dans les 10-15 ans. Donc c'est quand même quelque chose d'assez notable, il me semble, et qui, j'ai l'impression, est quand même très sous-évalué au niveau des acteurs économiques actuels. Donc, comme je vous l'avais dit, il me semble que le manganèse est quand même assez peu cher. Et vous avez des entreprises comme Jupiter Mines qui sont quand même avec un prix assez modéré, avec de bons rendements. Le manganèse me semble commencer à réagir. Donc, voilà, je pense que c'est un métal comment dire, une matière première qui est assez peu mise en avant et donc qui peut être intéressante à regarder. Au niveau de la potasse, vous avez eu une extraordinaire aventure avec Verde Agritech, qui aujourd'hui qui est un 10 bagger presque, qui a été multiplié par 10. Mais vous avez d'autres acteurs qui sont intéressants, je pense, qui sont à voir. Et puis sur le phosphate aussi, vous avez aussi des acteurs qui sont des pure players, qui peuvent être intéressants à voir. Donc dites-moi si vous êtes intéressé à avoir des tuyaux, mais je pense que, comment dire, le manganèse, le phosphate, la potasse, et puis, comme je disais au moment de la précédente vidéo, l'or et comment dire, l'argent me semblent être vraiment des actifs intéressants à jouer, qui sont un peu contre-courant, qui ne sont pas dans la lumière comme le nickel par exemple, ou même comme le zinc, où il devient plus difficile de trouver des valeurs intéressantes. Vous avez Metallix dans le nickel qui est quand même assez cher, Metallix qui est aussi dans l'étain. Mais bon, voilà, la valeur est assez chère. Le zinc, vous avez des prix qui restent corrects. Red River Resources, par exemple. Mais bon, voilà, ça commence à être un peu cher. Au niveau du zinc, vous avez aussi New Century Resources, qui est assez peu cher, il me semble, mais qui a beaucoup de problèmes, d'incertitudes au niveau de sa production. Donc, encore une fois, je ne donne pas d'avis d'achat, etc. Je ne suis pas un analyste financier et je ne suis pas un investisseur un institutionnel reconnu. Donc, ce ne sont que
que des observations que je fais, ce ne sont pas des conseils. Mais il me semble que vous avez quand même des métaux qui sont moins dans la lumière et qui sont quand même intéressants à jouer. Au niveau du cobalt, vous avez Anglo-Pacific Group qui a un bon dividende, très bon dividende, et qui là aussi me semble être assez bien valorisé, enfin comment dire, assez bon marché. Quant au fer, vous avez Civeo, mais qui a déjà beaucoup retracé. Pour ma part, c'est un bagger, c'est-à-dire que je fais déjà 100% sur Civeo. Difficile de dire si ça va aller beaucoup plus haut, et possible que ça overshoot encore. Je ne sais pas, on verra bien. Après, vous avez des entreprises plus classiques comme des entreprises de royalty, Labrador Iron Ore, qui me semble un peu trop cher actuellement. Voilà, donc vous avez quand même des options, même si on parle beaucoup des métaux, de l'explosion des métaux, etc. Vous avez des options assez limitées finalement, même si les métaux devraient profiter fortement de l'inflation. Eh bien, vous avez des dynamiques qui sont assez disparates. Et puis, vous avez des modes, vous avez des actifs qui ont déjà été très survalorisés ou revalorisés par les investisseurs et qui devient difficile de jouer. Voilà. Et donc, souvent dans ces cas-là, c'est intéressant d'aller à contre-courant, d'être contrariant, de prendre un risque et de jouer des choses qui ne sont pas trop en visibilité actuellement sur le marché. Donc, pour ma part, les fertilisants, potasse, phosphate, manganèse, et puis vous avez aussi l'or, l'argent, évidemment, j'en ai parlé lors de la précédente vidéo, et le vanadium notamment aussi qui me semble intéressant. Voilà, faites-moi part de vos commentaires si vous voulez bien, de vos retours, de ce que vous faites, si ça m'intéresse. Je suis très, très intéressé par vos avis. Eh bien, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je ferai une vidéo. La prochaine vidéo sera sur un aspect plus théorique cette fois-ci, plus général, plus long terme, sur le protectionnisme au niveau du libéralisme, puisque cette chaîne a vocation à être une chaîne financière, économique, mais aussi théorique et scientifique. Voilà, excellente journée à vous. À très bientôt.